Bonjour à tous, c'est Léopold et aujourd'hui on va parler de destin. Spinoza, c'était un philosophe du XVIIe siècle qui défendait la thèse selon laquelle les choix, les décisions et en somme le parcours d'un individu sont en fait que la résultante d'une infinité de causes qu'il est prédestiné. En gros, une personne, qui qu'elle soit, ne fait absolument aucun choix puisque chacun de ses choix est guidé par des choses externes et donc prédéfinies. Par exemple, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai fait le choix personnel de la faire, c'est juste des centaines de causes externes passées et présentes, dont la plupart remontent sûrement à mon enfance, qui m'ont poussé à faire cette vidéo aujourd'hui. Toi, moi et la totalité des gens sur Terre ne sont en fait que le fruit d'un parcours spécifique. Et du coup, le succès en soi, c'est juste le fruit du hasard. Maintenant que ça c'est dit, il faut admettre un truc. C'est difficile de voir ce phénomène en action dans nos propres vies. C'est difficile de trouver du sens à cette réflexion. Et c'est encore plus dur d'y trouver des utilisations pratiques. Parce qu'en vrai, savoir que tes choix sont déterminés à l'avance par ton vécu, ça sert pas à grand chose, mis à part à te faire marrer dans une soirée où t'es totalement pété avec tes potes. Simplement parce que l'humain est pas fait pour réfléchir comme ça. Par contre, si on commence à regarder l'histoire du succès d'autres personnes, on peut essayer d'y trouver des choses intéressantes. Du coup, le succès, est-ce que c'est dû à de la volonté et de la détermination, ou est-ce que c'est une simple affaire de chance pour quelques personnes arrivées au bon endroit au bon moment? C'est ce qu'on va voir et tout ça grâce à ce livre, Outliers de Michael Gladwell. Ceci est un love computer. Avec cette machine, vous saurez si vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous là, vous êtes sûr de lui? Vous? Oui, vous, monsieur. Vous êtes vraiment sûr d'elle? Eh bien, vous saurez tout sur votre destinée. Je pense que si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre. J'essaierais de me battre d'abord. It has not been easy for me. And I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of $1 million. Semaine, mon journal de bord d'entrepreneur, on se retrouve très vite et surtout n'oubliez pas, celui qui foire, c'est pas une merde. Par contre, celui qui n'essaie plus, c'est vraiment une grosse merde. J'aime pas du tout. 87-85 kilos, j'ai une bite de 20 cm, une femme sublime, j'ignore la jalousie, tu vois ce que je veux dire? Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies, tu attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. Au Canada, plus t'es né tôt dans l'année, plus tu auras de chance de pouvoir devenir un joueur de hockey professionnel plus tard. A l'inverse, plus tu es né tard dans l'année, moins ce rêve te sera accessible. En effet, là-bas, la sélection des joueurs se fait extrêmement tôt. C'est-à-dire que quand les enfants ont à peu près l'âge de 10 ans, on leur fait passer des tests pour qu'on puisse y sélectionner les pépites qui ont le plus de chances de devenir des champions un jour. L'inscription à un club de hockey se fait par intervalle d'une année, du 1er janvier au 25 décembre. Ce qui fait qu'un enfant qui est né en janvier pourra être jugé sur ses aptitudes physiques en même temps qu'un enfant qui est né en septembre de la même année. Et c'est bien là le problème, parce que puisque les enfants sont très jeunes, leur développement est très rapide, ce qui fait que la différence entre deux d'entre eux, nés avec seulement quelques mois de différence, sera énorme. Et du coup, celui qui est né en janvier sera jugé meilleur, mais tout simplement parce qu'il aura plus grandi, mathématiquement. Du coup, cet enfant, une fois sélectionné, il va bénéficier d'un traitement de faveur par rapport à ce sport. Il va aller dans des meilleurs clubs, il va jouer plus de matchs, etc. Et tout ça, c'est des choses qui vont effectivement l'amener à devenir meilleur que les autres, mais tout simplement parce qu'il se sera plus entraîné, pas parce qu'il était forcément meilleur à la base. Pour montrer à quel point cet effet il est flagrant, au Canada c'est 40% des joueurs professionnels qui sont nés entre janvier et mars, 30% qui sont nés entre avril et juin, 20% entre juillet et septembre et 10% entre octobre et décembre. Ce phénomène on peut le retrouver à beaucoup d'endroits différents et en fait il se reproduit à chaque fois qu'une sélection biaisée est effectuée et que cette sélection amène à un traitement de faveur. Cet effet, il est appelé l'effet Matthieu, en référence au personnage de la Bible, qui disait « Car à tout homme qui a, l'on donnera et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, il lui sera retiré. » Le succès peut donc être influencé par le moment où on est. Mais du coup, cette notion du travail en plus qui amène à l'excellence et donc au succès, elle peut être quantifiée, et ce, grâce au nombre d'heures que l'on passe à s'exercer et à pratiquer une activité. Et ça nous amène au deuxième point. En fait, on a fait des études sur des violonistes et on a constaté que seuls ceux ayant passé plus de 10 000 heures à l'étude et au travail de leur instrument étaient devenus des experts et avaient atteint une excellence qui leur permettrait de devenir des grands solistes. A l'inverse, aucun de ceux qui avaient effectué moins de 10 000 heures sur l'instrument n'avait atteint ce niveau. Et même encore mieux, puisque toutes les personnes qui avaient atteint 10 000 heures étaient devenues excellents. Il n'y avait pas un seul contre-exemple. En fait, ce chiffre de 10 000 heures, on a constaté qu'il revenait pour à peu près toutes les activités. Donc écriture, programmation, etc. Peu importe. Ça nous amène donc à une règle, la règle des 10 000 heures. Quelle que soit ton activité, si tu la pratiques assidûment pendant 10 000 heures,
tu ne peux pas ne pas arriver au succès. Seulement voilà, 10 000 heures, ça correspond grosso modo à 3 heures par jour pendant 10 ans. Autant dire que réussir à travailler 10 000 heures sur une activité, ça relève du privilège. Tout le monde peut tout simplement pas se consacrer 3 heures par jour à une activité. Et ça, du coup, on va le voir tout de suite, c'est quand même beaucoup plus aisé pour certaines personnes que pour d'autres. Bill Joy, c'est un programmateur de génie. Il a entre autres créé Java et il est à la base de nombreuses fonctionnalités qu'on utilise encore aujourd'hui pour naviguer sur Internet. C'est un homme qui n'est pas né particulièrement riche et qui pourtant a réussi à fonder un empire grâce à sa force et sa volonté. Une vraie success story à l'américaine donc. Mais voilà, Bill Joy est né en 1955. Et retenez bien cette date parce qu'elle est importante. Il a commencé la programmation en 1971. En 1971. C'est déjà extrêmement surprenant, parce qu'à cette époque, les ordinateurs venaient tout juste d'arriver sur le marché. Du coup, l'achat d'un ordinateur, ça pouvait coûter des millions, et la location, pareil, c'était extrêmement cher. Pour tout dire, juste avant ça, pour coder des programmes, on utilisait des cartes en papier perforé qu'on devait donner à une opératrice pour qu'elle puisse rentrer les données dans l'ordinateur. Une bonne galère. Et donc c'est en 1971 que Bill Joy a eu la chance d'avoir accès à l'ordinateur de son université, une des premières à en posséder un. Normalement, l'accès à l'ordinateur était limité, mais Bill Joy a réussi à trouver un bug qui faisait que quand il mettait une lettre à la place d'un chiffre dans la case qui lui demandait combien de temps il comptait utiliser la machine, il pouvait en fait l'utiliser aussi longtemps qu'il le souhaitait. Ce qui en fait donc très probablement le premier bug exploit de l'histoire. Bill a donc pu programmer aussi longtemps qu'il le souhaitait, jusqu'à atteindre la barre symbolique des 10 000 heures. On est dans les années 70, hein. Du coup les gens comme lui ça se compte sur les doigts d'une main. Du coup quand plus tard on l'a appelé pour créer des programmes, son expérience lui offrait un chemin tout tracé vers le succès. C'est également le cas pour des gens comme Bill Gates ou Steve Jobs, qui eux aussi ont eu la chance d'avoir accès très tôt à ce genre d'appareil. D'ailleurs ces trois-là ont aussi un autre point commun. Ils sont tous nés en 1955. Et après tout c'est normal, parce que 1955 c'est l'année parfaite de naissance pour tous les pionniers en informatique. Tout est encore à construire et les plus jeunes sont les plus disponibles pour innover. Et ça pour le coup, c'est pas du tout un fait isolé, puisque quasiment tous les manias de l'informatique de l'époque sont nés entre 1954 et 1955. Encore une fois, le destin a été cool, et comme on l'a vu, certains environnements et certaines périodes de naissance sont plus propices au succès que d'autres. Du coup après on peut se dire que même si ces choses-là en effet elles relèvent de la chance, d'autres facteurs comme la motivation, la force de caractère ou le cran, ça c'est lié au choix de l'individu. Sauf qu'en fait, comme on va le voir, pas tant que ça. En fait ces caractères, ils sont souvent hérités aussi. Là, le livre il nous conte l'arrivée des immigrants juifs à New York dans les années 1890. Tout ça en suivant un couple, Louis et Regina Borgenicht, tous deux venus de Pologne. À l'époque, pour des immigrants qui venaient à New York, le but c'était de survivre. Et du coup, le meilleur moyen de le faire, c'était d'utiliser les compétences et les spécialités qu'ils avaient apprises dans leur pays d'origine et de les mettre à profit. En Pologne, ce savoir-faire c'était la couture et la création de vêtements. Et du coup, de nombreuses entreprises de prêt-à-porter ont commencé à voir le jour aux États-Unis après cette vague d'immigration. Les gens arrivaient à survivre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie du vêtement est quelque chose d'extrêmement dur et qui demande énormément de travail. Si bien que dans ces familles, tout le monde participait à la production. Les enfants comme les adultes aidaient à la fabrication de vêtements pour pouvoir survivre. Ce travail acharné, cependant, il avait du sens, parce que plus ils travaillaient, mieux ils étaient. Grâce à ça, ils pouvaient s'acheter de meilleurs équipements et de meilleures conditions de vie. Du coup, c'est une véritable culture du travail porteur de sens qui s'est développée dans ces familles, si bien qu'il s'est transmis aux enfants, et même aux enfants des enfants, qui eux n'avaient pas connu ce dur travail, mais qui par leurs parents avaient réussi à acquérir cette culture eux aussi. Si bien qu'on a pu observer que les enfants issus de cette immigration, donc qui ont eu des ancêtres qui travaillaient dans l'industrie du vêtement, finissaient dans de grandes proportions par obtenir des postes prestigieux, comme juge, avocat, médecin, bureaucrate ou encore banquier. Et tout ça grâce à cette culture du travail qui leur a été transmise. Encore un élément qui était prédicateur au succès. Cette histoire de la culture qui s'imprègne chez les enfants qui finissent par mieux réussir par la suite, on la retrouve pas mal dans le cliché des enfants asiatiques qui réussiraient mieux à l'école que les autres par exemple. Sauf qu'en fait, c'est pas un cliché. Les élèves asiatiques réussissent effectivement, statistiquement mieux à l'école que les élèves occidentaux. Et attention, c'est pas du tout lié à une question de race ou quoi que ce soit. En fait, selon le livre, c'est encore une fois dû à une culture du travail qui est très différente de celle présente en Occident. Et ce, grâce à un fait historique et géographique qui est assez simple à comprendre, la différence entre la culture du riz et la culture du blé. Le riz, c'est un aliment qui est extrêmement difficile de cultiver et qui demande un investissement constant toute l'année. Il faut faire attention à ce que la rizière ne déborde pas, replanter le plus possible pendant les bonnes saisons et s'occuper de la terre pendant les saisons froides. C'est une prise de temps considérable où le travail acharné est certes payant, mais obligatoire. Cette différence de pratique, elle engendre des différences de culture au niveau de la manière de penser le travail. Par exemple, chez les Asiatiques, on va retrouver des proverbes tels que « Celui qui se lève 365 jours par an à l'aube ne peut qu'enrichir sa famille » ou encore «
Si un homme travaille dur, la terre ne sera pas paresseuse. En comparaison, en Russie, qui avait une forte culture du blé, on retrouve des proverbes tels que « si Dieu ne l'apporte pas, la terre ne la donnera pas ». Une vision bien plus fataliste qui rabaisse un peu la valeur du travail. Aujourd'hui encore, en Occident, on va avoir vachement cette culture du repos et du travail à segmenter. Par exemple, les enfants vont devoir avoir beaucoup de vacances pour pas surcharger leurs esprits. On va ici beaucoup faire l'analogie avec la terre qu'il faut laisser se reposer pour qu'elle puisse bien fonctionner après. Sauf que, en fait, cette analogie marche pas avec la tête. Plus on fait travailler le cerveau, plus celui-ci va réussir à intégrer et à assimiler facilement l'information. Du coup, les longs temps de pause ne font en fait que gâcher les efforts qui ont été fournis pour apprendre. Désolé. Les enfants qui réussissent le mieux sont donc ceux dont les parents les font travailler même durant les vacances, ou en les exerçant ou en les faisant lire par exemple. Et comme statistiquement ce comportement est plus rattaché aux parents asiatiques grâce à cette culture de l'effort, les enfants asiatiques réussissent mieux. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branch. Et donc voilà, qu'on le veuille ou non, notre comportement a lui aussi été hérité, de par notre vécu, notre culture ou la manière dont on a été élevé. Et du coup, derrière chaque succès se cache une programmation qui a été déterminée à l'avance de par notre situation de départ. Mais du coup, comment savoir si nous, on est destiné au succès? Et comment s'y destiner si rien nous laisse à penser que ça va se faire tout seul? Et c'est une question que je me propose de répondre dans une autre vidéo qui arrivera très bientôt. Bon, en attendant, voilà, donc c'était mon résumé du livre Outliers. Donc vraiment très bon livre, très complet. Tellement complet que j'ai pas pu tout dire dans une vidéo, il reste vraiment encore plein de trucs à découvrir. Donc je te conseille vraiment de le lire si tu le peux. Il est disponible en français, d'ailleurs c'est cette version que j'ai. Donc voilà, tous les liens sont dans la description. Sinon, j'ai aussi préparé un résumé chapitre par chapitre que tu peux télécharger gratuitement juste en dessous. Donc voilà, mets un j'aime, abonne-toi, mets la cloche pour pas rater les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt sur plein de sujets divers. Voilà, en attendant, je te dis à plus tard et salut!